C'est l'histoire de policiers de la BRI qui ont été accusés par Emily Spanton, qui donc à ce moment-là était une touriste canadienne en visite à Paris. C'est l'histoire de donc voilà ces deux policiers qui ont été accusés de l'avoir violée dans les locaux du 36 quai des Orfèvres. Je veux dire, quand on écoute juste les minutes du procès là comme ça, rejoué effectivement par les acteurs. Enfin, il n'y a pas besoin de rajouter une voix off pour dire ils sont vraiment très très méchants. Est-ce que ça veut dire quelque chose, baiser comme un mec de droite? Est-ce que dans nos luttes, on n'a pas des garçons qui se disent alliés féministes et très de gauche, mais qui en fait se comportent au lit comme des mecs de droite? Enfin, voilà. Il y a quand même un paquet de mecs de ma génération qui ont tendance à laisser le politique à la porte de la chambre à coucher. Macron, que penses-tu de la politique de Macron? Voici excellente réponse, merci beaucoup. C'était super. Amis du café, amis de la police, amis du travail bien fait, des documentaires exceptionnels. Bonjour, bonjour. J'ai une voix enjouée, mais en fait, on va parler d'un truc qui est pas drôle du tout, qui est un magnifique film signé d'Ovidi, Le procès du 36. La voici. Bonjour. Bonjour. Ah, je vois que tous les deux, nous avons fait un petit effort vestimentaire. Exactement, j'ai mis ma petite chemise hawaïenne. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de circonstance, je ne suis pas certaine, mais... Ouverture aujourd'hui du procès de deux policiers de la BRI. C'est un procès qui permet de poser la problématique du consentement, mais dans sa simple, j'allais dire, nudité. Oui ou non? Ils sont accusés du viol en réunion par une touriste canadienne, des faits qui remonteraient à avril 2014 dans l'ancien siège de la PJ parisienne. Two different things were going on for me, one as a father and one as a police officer. As a police officer, I was trying to give her advice on what she should do next. C'est ce que tout avocat redoute dans sa vie, hein. C'est-à-dire de dire, il y a le pot de terre, il y a le pot de fer, vous faites pas le poids, quoi. Stop, dégagez. MeToo a forcément pesé, MeToo pèse sur tout. Sauf que malheureusement, il y a des vraies victimes et il y a des fausses victimes. I don't know that I smile that way anymore. I don't know. It is 2020 and I am in Canada. I'm at home. I am not in France. I am safe. On peut effectivement dire ah bah ouais mais t'es alcoolisé et puis t'es un peu de mœurs légères puis oui mais et alors? Voilà la bande-annonce. Ma chère Ovidi, je t'ai pas présenté. Comment je dois faire? Parce que moi, ce que j'adore chez toi, c'est tu produis, mais t'arrêtes pas. Ça fait 20 ans que t'arrêtes pas. Tu fais des films, des bouquins, des podcasts, des trucs et des machins. Là, tu as dit un mot qui m'a surpris, tu as dit des collègues. Tu te considères journaliste? Tu es quoi? Alors je te parle pas du passé lointain, ça on s'en fout, je te parle du présent et de ce que tu fais, quoi, voilà, de ce qui te constitue aujourd'hui. Je ne me considère pas journaliste, parfois je le vois, parfois on me présente comme journaliste et je suis pas journaliste, je suis documentariste qui est un autre sport, tout simplement, ouais. Puisque en tant que documentariste, j'ai bien conscience que c'est un point de vue subjectif sur le monde que je pose en faisant chaque documentaire, d'où justement une réflexion autour de la forme de l'objet. Là, par exemple, ce documentaire, voilà, je l'ai réfléchi dans sa forme, dans son image, dans tout ça. Je prétends pas être documentariste. Moi, j'apporte une espèce de point de vue d'auteur, si on peut appeler ça un point de vue d'auteur, sur le réel, quoi, à travers. C'est précisément la définition du documentariste. Oui, oui, c'est ça. Oui, tu l'es.
dis ça parce que souvent on me dit: «Ah, il est bien ton reportage» et moi Ah je fais non, pas de hiérarchisation des objets culturels, hein. Pour moi, il y a pas de souci et faire du reportage, c'est très bien et bien tout ça, sûr. mais c'est juste que c'est pas le même sport, quoi. Mais non, 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 bah, voilà, bah, je dirais plus largement que je suis réalisatrice et autrice. Je suis réalisatrice principalement de documentaires et aussi de documentaires sonores par ailleurs, puisque je fais du documentaire radiophonique et du podcast et un peu de fiction. Et je dirais que la constante dans mon travail, c'est au niveau de la méthode, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire partir de ce qui semble être euh, un fait divers ou une expérience banale de l'intime, et à partir de là, essayer d'avoir une réflexion collective, sociétale, voilà. Donc, mais c'est toujours un peu la même chose quand tu regardes mon travail, c'est souvent ça. Voilà, partir. Là, par exemple, ce film partait d'un procès, ou voilà, ce qu'on peut dire, voilà, d'un fait div, en essayant de se poser la question de qu'est-ce que ça raconte de nous et de notre société. Quand j'avais travaillé sur Là où les putains n'existent pas en Suède, ça partait aussi d'un fait div, puisque c'était l'assassinat de la militante Eva-Marie Kullander-Smith, qui s'était pris 31 coups de couteau dans les locaux des services sociaux suédois, en se posant la question de qu'est-ce que ça raconte de la société suédoise. Je pars souvent de l'expérience individuelle, ou alors de façon plus rigolote, entre guillemets, je sais pas, comme dans mon dernier podcast, La dialectique du calbut-sale, je parle d'une humiliation intime et après j'essaie de me poser la question de qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit de nous, pourquoi ce type-là s'est comporté comme moi, comme ça, est-ce que ça veut dire quelque chose, baiser comme un mec de droite? Est-ce que dans nos luttes, on n'a pas des garçons qui se disent alliés féministes et très de gauche, mais qui en fait se comportent au lit comme des mecs de droite? Enfin, voilà. Donc je pars de façon plus ou moins rigolote. Parfois, Alors j'ai attends, besoin de attends, me attends, détendre. on va tout de suite régler un problème parce que cette phrase-là, tu l'as prononcée dans Libération il y a quelques jours, dans une mini-interview que j'ai lue hier pour préparer l'émission. Tu as dit, il y a des mecs de gauche qui baissent comme des mecs de droite. Alors là, très sincèrement, c'est quoi baiser comme un mec de gauche et c'est quoi baiser comme un mec de droite? Parce que c'est pas dit dans l'interview. Comment l'accès? Comment Ah ouais, l'accès? s'il te plaît, comment là En gros, baiser comme un mec de droite, ça veut dire que on est censé se poser la question du consumérisme. On est censé aussi, de fait, se poser la question de la consommation, de l'ultra-consommation du sexe et de la relation. C'est le sexe Deliveroo, par exemple. On est aussi censé se poser des questions d'égalité. Et chez les garçons plus jeunes, par ailleurs, qui ont grandi justement avec MeToo, ils ont une toute autre approche. Mais il y a quand même un paquet de mecs de ma génération qui ont tendance à laisser le politique à la porte de la chambre à coucher. Alors, il y a plein de gens qui ont traduit en disant oui, ça veut dire quoi? Baiser comme un mec de droite, baiser comme un mec de gauche, ça veut dire qu'il n'y a jamais, je sais pas, des conneries, genre qu'il n'y a jamais de fêté. Enfin, ça va au-delà de ça, en fait. C'est se poser collectivement, bon, évidemment, la question du consentement, là, ça fait depuis MeToo qu'on se la pose, mais ça va plus loin. C'est essayer de remettre en question tout ce qui est de l'ordre du systémique. Et on part souvent du principe que oui, c'est nos fantasmes, c'est individuel, mais c'est bien quand même de se poser la question, de la provenance de nos fantasmes, pourquoi ils se sont construits comme ça, et puis aussi, voilà, de penser les rapports d'égalité. Mais penser les rapports d'égalité, ça ne veut pas forcément dire ne jamais, je sais pas, je fais pas la police du cul, moi, donc je vais pas aller taper à la porte de tout le monde en disant est-ce que vous avez des rapports de domination? Je veux dire, c'est pas du tout ça le propos. Le propos, c'est juste essayer de politiser cet intime-là, juste se poser les bonnes questions. Et de fait, les femmes le font. Donc pourquoi est-ce que les garçons ne le feraient pas? Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il y a une hiérarchisation des luttes, parce qu'on entend encore beaucoup que la vraie lutte, c'est la lutte contre, je simplifie, mais que la vraie lutte, c'est la lutte contre le capitalisme, et qu'une fois qu'il n'y aura plus de capitalisme, il n'y aura plus de problème de sexisme. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Dès ton adolescence, quand tu commences à t'intéresser aux questions féministes, et que tu es plutôt classé, enfin tu es chez des copains, quoi, enfin tu es très à gauche, quoi. En gros, c'est ce qu'on te dit. Intéresse-toi plutôt au capitalisme plutôt qu'au sexisme, qui n'est qu'un sous-produit du capitalisme. Et ça évidemment, ça te heurte. Mais ça, c'est une petite musique qu'on entend depuis, mais bien avant ma naissance, en fait. Quand tu regardes même l'histoire, le rapport du PC, par exemple, du Parti communiste français à la question de la pilule ou de l'IVG, au début, le PC est très aligné sur la position de Moscou et fortement opposé à ça, à l'avortement, à la contraception, parce qu'ils sont dans une position, voilà, dans une ligne
maternaliste, enfin je ne sais pas comment dire, mais et assez tôt, il y a cette idée que ces questions de sexualité et ces questions de féminisme, mais surtout ces questions de sexualité, c'est pour les vices de la bourgeoisie en fait. C'est Jeannette Vermersch qui dit ça. Donc en fait, très très tôt, il y a cette idée de hiérarchie des luttes en disant voilà, la vraie lutte, c'est la lutte contre le capitalisme. Le féminisme, on va les laisser faire joujou, mais ça reste quand même une sous-lutte. Et donc la politisation de l'intime, alors là, c'est une sous-sous-lutte, c'est à peine digne d'intérêt. Voilà, c'est un sujet où tout le monde est un petit peu frileux là-dessus, en se disant ne politisons pas ça parce que c'est trop compliqué, et puis ça va un peu nous gâcher la fête, quoi. Une blague et puis un truc sérieux. La blague, c'est dans le chat. Tu rigoles déjà. Est-ce qu'il y a des mecs qui baissent comme des centristes? T'es pas obligé de répondre. Hein, ça paraît, ouais. Très bonne réponse de Madame Omélie. Très bien. Et l'autre chose, bah, tu provoques évidemment tout un tas d'interrogations autour de l'intimité et du politique, ce qui me permet de revenir à ton film, Le procès du 36. Au fond, c'est un film profondément politique. Même Bien sûr. Hein, on est d'accord avec ça. C'est-à-dire, c'est les jeux de pouvoir. Alors, il y a notamment donc lors de la première audience, celle que tu vas reconstituer, il y a donc ces deux policiers qui sont accusés, qui vont être condamnés, qui sont soutenus massivement par des collègues à eux qui occupent la salle d'audience. Il y a toute une mécanique de la justice qui se met en place. Tu parles notamment de la juge d'instruction qui va enquêter jusqu'au Canada. Au fond, c'est de ça dont parle le film. Bien sûr. Ça parle, c'est politique à deux niveaux. Dans le sens où, ça pose des questions d'institution, et ça pose plus largement la question de quel regard on porte sur les femmes qui ont soi-disant la cuisse un peu légère, et ce qu'on se permet de faire avec elles. Au niveau de l'institution, ça pose plusieurs questions, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne vont pas du tout dans cette première instruction, qui a donc lieu entre 2014 et 2016, où il y a 2 juges d'instruction qui sont nommés, où il y a une juge d'instruction qui va au Canada pour enquêter sur Emily Spanton et son entourage. Donc, cette juge d'instruction va chez elle, va voir ses parents, va voir ses amis, et va creuser même un peu plus loin pour savoir ce qu'on dit d'elle. Quelles sont ses mœurs? Est-ce qu'elle prendrait pas de la drogue? Est-ce qu'elle a la cuisse un peu légère? Qu'est-ce qu'on raconte d'elle? Donc déjà, il y a quelque chose qui est assez étonnant, je dirais, dans cette démarche. Puisque elle-même dit que dès le premier jour, elle a eu l'impression que l'accusée, c'était elle, en fait. C'est une constante dans ce genre d'histoire. Elle l'a bien cherché. Elle avait la jupe un peu courte. Elle était aguicheuse. C'est quand même très souvent ça. C'est assez souvent ça, mais là, c'était extrêmement flagrant que c'était ça. Il y a plein de choses qui vont pas. Il y a vraiment une dissymétrie dans la façon dont l'instruction a été menée, dans le sens où, par exemple, dès le départ, il y a eu des examens médico-légaux qui ont été effectués sur Emily Spanton, par exemple, le taux d'alcoolémie. Donc, c'est là où on a appris qu'elle était entre 2 grammes et 2 grammes 7 d'alcool dans le sang. On ne connaît pas l'alcoolémie des policiers, par exemple. Ça aurait quand même été intéressant de savoir à combien eux ils étaient, puisque l'affaire a commencé dans un bar et les caméras de surveillance montrent bien qu'ils buvaient eux aussi. Les caméras de surveillance du pub, du bar, qui se trouve de l'autre côté de la Seine, qui est à proximité donc du 36 qui est des Orfèvres. Pour ceux qui auraient raté un épisode, c'est Maigret. Enfin, c'est Maigret. Le 36 qui est des Orfèvres, c'est l'institution, c'est le Scotland Yard, c'est l'institution absolue. C'est d'ailleurs ce qui l'attire un petit peu, visiblement. Hein. Ils lui vendent ça aussi. Hein. Ils lui disent, nous, on est policiers, BRI, donc Brigade de recherche d'intervention, c'est-à-dire, là aussi, c'est plutôt l'élite de la police. Et donc, il y a des caméras de surveillance dans ce bar. Vous n'avez pas les images, vous reconstituez, mais de manière, je trouve, élégante. Voilà, on n'est pas c'est pas du M6, quoi. Non, mais je le dis, hein, parce que je regarde tout, moi, tu sais. Et donc, où on voit effectivement, alors tu fais rejouer les scènes, donc par des acteurs. Alors là, je trouve ça assez intéressant parce que tout le monde le sait, tu viens aussi de la fiction.
Et en fait, tu utilises beaucoup les ressorts de la fiction dans une reconstitution, mais je le disais à l'instant, je viens 2 secondes sur la forme, de manière très élégante, si je puis le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est pas lourd, quoi. C'est reconstitué, mais avec, je trouve, beaucoup de soin, quoi. Voilà. Alors, peut-être qu'on parlera de ça après. Il y a ces images, il y a les PV d'audition qui sont relus par des acteurs. Il y a les minutes du procès dont tu parles, avec notamment ces 3 journalistes que tu salues au début. Alors là aussi, chapeau. Et tout ça, tu le reconstitues dans le film et c'est ce que tu es en train de nous raconter. Voilà, c'est juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent. C'est ça. Et donc, effectivement, on voit à partir de ces images de surveillance que la soirée commence de façon finalement assez sympathique dans ce pub. Et effectivement, ils lui disent, ce que tu dis, c'est Maigret, ils lui disent, viens, on va te faire visiter le 36. Et elle, il faut quand même préciser une chose, Oui. c'est que son père était policier à Toronto. Là, il est à la retraite, mais il était policier à Toronto, policier par ailleurs au gradé, hein. Et c'était pas Pinot, simple flic. Et j'y suis allée au commissariat central de Toronto, là où il travaillait. Et je peux comprendre que quand ils lui disent « Viens, on va aller voir le 36 », elle a peut-être cette image du commissariat central de Toronto qui a un espace public, en fait. N'importe qui peut rentrer dans ce commissariat-là, puisque, pas dans les bureaux, évidemment, mais en tout cas dans le hall, en fait, c'est comme si ça faisait partie de la rue. Évidemment, il y a des contrôles à l'entrée, etc., mais c'est comme si ça faisait partie de la rue, n'importe qui peut y rentrer. Moi, j'étais très surprise de voir qu'on y rentrait comme qui rigole, qu'on pouvait filmer, enfin voilà. Donc, c'est un espace public, c'est ça que je veux dire. Il y a de l'animation, il y a du bruit, il y a des gens qui circulent. Et le 36, la nuit, pour quiconque est déjà passé devant, on voit bien que tout est éteint, que voilà, c'est un grand bâtiment qui est vide, quoi, qui est peu éclairé. Enfin voilà, c'est pas un bâtiment où il y a du public qui circule. Donc elle va là-bas et après tout est extrêmement minuté. Il y a des vidéos surveillance aussi devant le 36. Et évidemment, à partir du moment où elle passe le planche du 36, là, il n'y a plus de vidéosurveillance. Donc, on sait vraiment avec précision tout ce qui s'est passé jusqu'à minuit 40. Je ne sais plus exactement, j'ai plus le timing en tête. C'est-à-dire le moment où il rentre et le moment où les vidéosurveillance la voient ressortir 1 heure plus tard, ou je ne sais plus combien exactement non plus, mais à peu près 1 heure plus tard, en pleurs, toujours sous ce même porche. Après, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé là-dedans. Et elle le dit elle-même, il y a plein de choses dont elle ne se rappelle pas. Elle ne se rappelle pas, entre autres, combien ils étaient, puisque parfois, elle parle de 4 personnes, parfois, elle parle de 3. Il y a eu un 3e qui a été, mis sous le statut témoin assisté, qu'elle n'a pas voulu accuser parce qu'elle n'était pas sûre. Elle n'était pas sûre de le reconnaître. Mais c'est quand même des histoires un peu bizarres puisque ce garçon, au moment des faits présumés, il y a une vidéo qui a été filmée, puis qui a été effacée. Puis quand on lui a demandé « mais c'est quoi cette vidéo effacée ?» Il a dit « ah, c'est un déclenchement intempestif ». Enfin voilà. Donc il y a plein de choses qui sont absolument pas claires. Donc on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'elle arrive titubante mais joyeuse à minuit 40 quelque chose et qu'elle sort en pleurant 1 heure plus tard. Ça, c'est la seule chose dont on soit sûr. 2 grammes, entre 2 grammes et 2 grammes 7, il est précisé dans le documentaire que il y a l'altérité de la mémoire. Enfin, que c'est bon, voilà, on est dans un état, second, quoi, en réalité. Mais tu as raison, on ne sait pas quel est l'état des policiers. On sait juste que sur les vidéos de surveillance du bar, eux-mêmes consommaient. On les voit consommer tous ensemble. Et il y a quelque chose. En fait, c'est là aussi où je trouve intéressant. Ce qui se met en place, c'est qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre du boys club qui se met en place dans cette espèce de chorégraphie quand ils s'agglutinent un peu autour d'elle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont violents avec elle ni quoi que ce soit. Dans le bar, tout le monde est joyeux et tout ça, mais on voit quelque chose qui est un peu de l'ordre du boys club, quoi. On est entre couilles, quoi. C'est quand même un peu ça. On est entre couilles et puis voilà, on se bataille un petit peu un trophée. Il y a cette jeune femme qui a un peu cet enjeu-là, voilà. Parmi les policiers qui sont passés à la barre, les autres, ceux qui étaient clients du Galway, donc du bar où ça s'est passé, voilà, ils racontent des trucs un peu navrants, des blagues de merde,
voilà. Donc, c'est une ambiance. Ce que je veux dire, c'est que ces images de vidéosurveillance, pas de culpabilité ou de quoi que ce soit. En revanche, ça montre bien une ambiance et ça pose aussi question par rapport à l'avocate de la défense qui dit, par ailleurs, c'est pas moi, qui dit bon, voilà, tout le monde savait que ça se faisait de ramener des filles. J'allais y venir. Dans le C'est 36. incroyable. C'est incroyable. Je pense que c'est plus le cas. Je pense que maintenant, ils le font plus. Je pense que maintenant, c'est un peu plus. Mais ça raconte une ambiance. C'est ça que je veux dire. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Le film est construit de manière très, très posée, très calme. Oui, il n'y a pas de voix off, par Oui, exemple. Et ça, bravo. Là, bravo. Non, mais que France 2 accepte un doc sans voix off, bravo. Très bien, très bien. Donc moi, j'ai que des bons points à distribuer là ce matin, donc voilà. Il n'y a pas de voix off, mais surtout, en fait, il y a, en gros, les deux versions. C'est-à-dire que c'est comme si on assistait à l'audience, finalement. Il y a la version des policiers, qui est assez... bon, il y a des trous dans la version, mais bon, elle se tient comme elle se tient, quoi, voilà. Puis ensuite, il y a la version de la victime. Pourquoi avoir fait ce choix-là, par exemple? Parce que déjà, je trouve intéressant de savoir ce que eux ont à dire, et je trouve intéressant de savoir quelle est la stratégie de la défense. Voilà, je trouve qu'il y a des choses que eux ont dites qui, en fait, à mon sens, les enfoncer plus qu'autre chose. Quand, par exemple, il y en a un des deux qui prétend qu'il n'a pas eu de rapport sexuel avec Emily Spanton, alors que les analyses ADN disent plus ou moins le contraire. Donc après, il va dire « Ah oui, mais j'ai juste mis un doigt, mais après, il ne s'est plus rien passé. » Enfin bon, bref. Cette personne-là, quand on lui pose la question de pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé plus loin, il dit qu'elle sentait mauvais. Bon... En fait, je trouve que leur témoignage est quand même extrêmement intéressant. Après, je souhaitais pouvoir essayer de retranscrire ce procès de la façon la plus fidèle possible. J'ai cru que tu voulais nous faire ressentir le fond du problème, c'est parole contre parole. J'ai cru que c'était ça le dispositif, si tu veux. Il y a ça, il y a ce côté parole contre parole, même si, et on le comprend au fur et à mesure du procès, ce n'est pas que parole contre parole, puisqu'il y a des vidéosurveillances qui ont été regardées collectivement lors du premier procès, puisqu'il y a ces analyses toxicologiques, puisqu'il y a quand même, c'est pas que parole contre parole dans cette histoire. Mais effectivement, je trouvais intéressant de mettre en place ce dispositif-là, voilà, et de le faire de façon assez clinique, en fait. Je voulais le faire de façon assez clinique. Parce que, en fait, si on se colle à ce procès et qu'on essaie de partager ce qui s'est passé lors de cette première instruction et de ce procès, il n'y a pas besoin de pousser les potards, en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses en rajoutant des voix off par-dessus. Il n'y a pas besoin de tout ça, en fait. C'est sidérant, c'est sur bien des points, au-delà de la question de est-ce qu'ils sont coupables ou pas coupables. Ça raconte quand même quelque chose d'intéressant sur la façon dont les victimes de viol, ou en tout cas les plaignantes, sont accueillies, reçues. À ce titre-là, on apprend qu'elle va être réveillée à l'hôtel. Elle a dormi 2 heures en 2 jours, et à 2 heures du matin, elle est réveillée pour aller faire, si j'ai bien compris, une expertise psychologique qui va plutôt être en sa faveur, d'ailleurs, hein, mais enfin, il y a un truc complètement délirant, quoi, dans l'expertise. Oui, effectivement, c'est ce qu'elle raconte, c'est que donc, il y a cette nuit des enfers. Après, donc, dès vers 4 heures du matin, il me semble bien, elle va aller porter plainte au commissariat du 3e ou du 4e arrondissement. Bon, elle va porter plainte, après elle va faire les analyses médicales, et puis après il va falloir qu'elle remonte aussi dans les couloirs comment ça s'est passé, etc., etc. Et puis après, effectivement, elle retourne à l'hôtel et elle dort très, très, très peu de temps. Et j'imagine qu'elle est encore sous le choc et qu'elle est peut-être aussi en train de dessouler. Aussi, elle est peut-être en gueule de bois. Enfin bref, elle n'est pas en bon état, quoi qu'il se passe. Et on vient la chercher pour faire une analyse psy. Alors, compliqué quand même de faire une analyse psy à ce moment-là. Analyse qu'il a des douanes, hein, qui dit, voilà, c'est pas une affabulatrice, c'est pas une mythomane, alors que ça se fait dans les pires conditions, voilà.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent dans ton documentaire que, comme ça arrive souvent, quand des policiers sont impliqués dans une affaire, on va salir la victime, on va essayer de faire en sorte que la victime soit pas blanc-blanc, quoi. Ce qui est intéressant dans cette stratégie de défense, c'est que lors du premier et a priori lors du second procès, c'est d'après ce qu'on m'a rapporté, c'est aussi ce qui s'était passé, c'est que c'est une stratégie de défense où on met plein d'écrans de fumée en fait, c'est-à-dire on essaie de dévier, de décentrer le propos, de dévier sur d'autres choses et de semer le doute. Par exemple, on a fait venir à la barre l'ex-mari d'Emily Spanton. Enfin, on l'a fait venir à la barre en Oui. visioconférence puisqu'il était au Canada, mais on l'a fait venir, on l'a fait témoigner lors du procès. Sympa C'est le garçon, l'ex-mari. très sympa. Déjà très Ah, le sympa. mec! Évidemment, vu que c'est son ex, bah, il la charge, hein, comme tous les ex, en fait. Mais Les ex de surtout, droite, pas les ex de gauche. Oh, je déconne, je déconne, ça va. Je déconne, pas sûr. pas sûr. Mais ce qu'elle raconte, c'est qu'à ce moment-là, ça fait 8 ou 9 ans qu'elle n'a pas parlé à son ex-mari. Donc, what the fuck, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il n'était même pas au courant des faits. Il la charge en disant qu'elle faisait beaucoup la fête et qu'elle prenait de la drogue et que voilà, que c'est pas une bonne personne. Et quand bien même ce serait vrai, quel est le rapport avec la choucroute, en fait? Ouais, oui. Il y a cette stratégie de défense qui fait qu'il y a une stratégie maligne. Et là, par exemple, pour le procès en appel, bah, ils ont fait appel à des ténors du barreau. Hein. Ils sont très bons quand même, les avocats en face. Donc, ils savent bien que, puisque c'est quand même un jury populaire, in fine, qui va devoir donner son verdict. Donc, ils savent bien aussi comment semer le doute dans la tête de Madame Michu, qui est jurée. Au lieu de s'en tenir purement aux faits et à ce qui s'est passé ce soir-là, il y a eu plein de détours, de digressions. Ce qui pose aussi la question de est-ce que 3 semaines pour juger une accusation de viol, est-ce que 3 semaines, c'est pas un peu disproportionné quand même aussi? 3 semaines aux assises, 8 ans après les faits, là en plus, pour le procès en appel. Enfin, D'autant plus que c'est rappelé par un de tes protagonistes, le procès a lieu dans ce qu'on appelle l'ancien tribunal de Paris, qui jouxte le 36 quai des Orfèvres, parce qu'en fait, il y a une entrée, il y a un passage secret, d'une certaine manière, qui va de l'un à l'autre, ce qui veut dire que pour Emily Spanton, elle vient témoigner quasiment sur les lieux du drame, quoi. C'est-à-dire là où ça lui est arrivé. Enfin, c'est la porte derrière, quoi. Ce exactement. qui évidemment, émotionnellement, est une charge impossible. Impossible. Ça doit être extrêmement perturbant. L'appel, après, a été à Créteil, ce Oui. qui a aussi ses écueils, puisque l'appel a été à Créteil, et comme je disais tout à l'heure, il n'y avait personne, il n'y avait pas un journaliste, il n'y a personne qui a envie d'aller couvrir un procès à Oui, Créteil, mais donc c'était le désert. toi non plus, si je puis me permettre. Pourquoi tu Moi n'es non pas allé à plus. Créteil? Alors, Petite gêne, hop, petit langage non, pas corporel. du tout. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que moi, j'avais déjà rendu le film plus d'1 an Oui, auparavant, oui. et que par volonté de ne pas mettre le bordel dans ce procès, parce que moi j'ai horreur en fait quand les médias en fait viennent perturber un procès d'une façon générale. Bien Par sûr. souci de ne pas mettre le bordel, on a attendu qui est comment dire le verdict, voilà, que le second procès en appel soit terminé. Moi je l'avais déjà rendu parce que j'estimais que peu importe le verdict du procès en appel, ça racontait quelque chose de notre société, ce premier procès de 2019. C'est ça. Le fait est que voilà, j'ai juste modifié la fin, Voilà. j'ai modifié quelques cartons de fin parce que j'attendais quand même d'avoir le résultat. Mais sinon, pour moi, je trouvais que le film se tenait, quoi qu'il en soit. Pas simple présent, même si je suis là et que je dis rien et Bien que je sûr. tweete pas et que je Mmh, fais mmh, rien, mmh, mmh. le fait d'être dans la salle aurait été identifié comme un acte militant et politique. Et il y a un autre truc aussi quand même que je veux bien dire et que je veux bien glisser, qui est une position complexe pour moi, Oui. c'est que je suis pas une féministe carcérale, dans le sens où, au-delà de cette histoire et au-delà des questions de féminisme, je suis abolitionniste de la prison. Ça, c'est problème annexe, tu vois. Mais je suis abolitionniste de la prison. Donc, que ce soit des flics ou pas des flics, ça ne m'éclate pas de dire on les envoie 7 ans en tôle. Mmh. C'est pas un truc qui me fait jubiler, moi. Donc, je trouve que la situation était trop grave pour venir, moi, perturber médiatiquement, on va dire, cette histoire. En appel, il y a personne, il y a pas de journalistes, très peu, et cetera. Est-ce que ça ne pose pas la question du lien entre
MeToo, entre la prise de conscience planétaire de toutes ces questions-là et la médiatisation. C'est-à-dire que à Créteil, il n'y a plus de médias, il n'y a plus de personnalités, et finalement, on retombe sur un jugement un peu à l'ancienne. Comme ça ressemble un peu à un procès pré-MeToo. Le carton de fin dit, en fait, la parole d'Emily Spanton a été à nouveau mise en doute, et ils sont acquittés. Les policiers sont acquittés. Donc on comprend, effectivement, c'est pré-MeToo, quoi. On comprend ça. Mais c'est ce que dit la feuille de motivation, hein. Moi, je l'ai lu, cette feuille de motivation donc du verdict. Par exemple, il y a une phrase un peu sibylline qui dit que le jury émet l'hypothèse qu'Emily Spanton aurait accepté des rapports sexuels dont elle aurait eu honte après. Mais on est en 1965 là. C'est que c'est un argument qu'on a déjà entendu plein de fois. En fait, à chaque fois qu'il y a un viol, on dit oui. En fait, certainement qu'elle en avait envie, et une fois que c'était terminé, une fois l'excitation retombée, elle se dit oh là là, j'ai un peu honte quand même de ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas l'impression qu'elle ait l'air d'avoir spécialement honte de sa sexualité ni de ses mœurs, hein, Emily Spanton. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un argument d'un autre âge et d'une autre époque, quoi. Les avocats de la défense, je serais à leur place, je serais en position d'avocat de la défense, mais j'aurais peut-être fait pareil, dans le sens où on sait ce qui fonctionne, et ben allons-y. En fait, eux, leur but du jeu, c'est quand même que leurs clients soient acquittés. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Et ben salir la victime, et visiblement, on a le droit. En fait, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne devrait pas avoir le droit. Dans le droit canadien, par exemple, on n'a pas le droit de faire ça. Dans le droit canadien, on n'a pas le droit d'utiliser des éléments qui n'ont rien à voir avec les faits. Par exemple, on n'a pas le droit d'aller creuser dans la vie personnelle d'une plaignante. C'est interdit. Je veux dire, c'est écrit noir sur blanc. Notamment la fameuse enquête de moralité dont elle a fait l'objet. Et pas les policiers. Exactement. Et pas les policiers. Bon, bah ça, là-bas, c'est interdit. Est-ce que on n'a pas tort de se poser la question du consentement à partir du moment où elle a tellement bu, enfin, je veux dire, plus de consentement possible. Oui, non, ça n'a plus aucun sens, si, tu penses? En fait, c'est une bonne question, et c'est pareil, c'est pas clair. C'est écrit nulle part dans la loi que à partir de 2 grammes, on n'est plus en état de consentir. Parce que je veux dire, c'est que c'est compliqué. C'est que c'est compliqué, et le fait est que moi, je considère qu'effectivement, à 2 grammes, enfin, eux, ils voient bien qu'elle est quand même saoule, et bon, bah, normalement, une femme saoule, on n'y va pas. Voilà. Je veux dire, ça devrait être une règle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne verbalise, j'ai l'impression, que depuis MeToo. De dire, voilà, une femme saoule, on n'y va pas. On lui met une couette sur elle, on l'emmène se coucher, on lui souhaite bonne nuit, mais on la ramène à son hôtel si on se dit qu'elle est trop saoule pour rentrer toute seule, mais on n'y va pas. Dans un entretien de toi que j'ai lu, je crois que tu racontes que dans ta jeunesse punk, bravo, tu participes à un festival où il va y avoir un viol. C'est dans ta tendre adolescence, on va dire. Est-ce que c'est ça qui fait que 20 ans plus tard, tu t'intéresses à l'histoire d'Emily Spanton, par exemple? Oui, il y a un lien avec tout, mais avec tous les sujets que je peux traiter depuis 20 ans, on va dire, hein, mais il y a un truc que j'ai capté, mais récemment, c'est assez intéressant. Tu sais, parfois, il y a des choses qui sont très évidentes dans notre inconscient, ou je sais pas quoi, dans notre parcours personnel, où on ne fait pas le lien, on n'a pas envie de le faire. Mais effectivement, dans Les Cœurs Insolents, qui est donc le roman graphique où il est question de cette histoire de festival, à un moment, je raconte quelque chose qui m'est arrivé en 95, donc j'avais 15 ans, une soirée où j'ai trop bu, où j'ai pas l'habitude de boire, d'ailleurs je bois pas, et où à ce moment-là je bois trop, et où moi aussi, comme Emily Spanton, j'ai un blackout, je ne me rappelle pas de tout, et tout ce dont je me rappelle, c'est que je me réveille le lendemain et j'ai du sang dans ma culotte. Et j'imagine bien ce qui s'est passé parce que j'ai des flashs, donc je sais avec qui je suis partie, comment ça s'est passé, etc., etc. Mais je n'ai fait le rapprochement avec cette histoire de 36 que, genre, il y a 2 mois, quoi. À un moment où le film était rendu depuis 1000 ans, je me suis dit,
attends, c'est quand même marrant que je me sois intéressée à une histoire. On se pose la question du consentement d'une femme qui est voilà, fortement alcoolisée et qui de fait est un des événements fondateurs, parce qu'on a tous des événements fondateurs de notre militantisme hein, en fait. Et ça fait partie des événements fondateurs de mon militantisme aussi. C'est dans mon ADN d'avoir vécu ce moment-là aussi, quand Emily Spanton dit « je ne me rappelle plus ». Est-ce qu'ils étaient 3, est-ce qu'ils étaient 4, est-ce que j'ai tourné la tête à gauche ou à droite, est-ce que machin, quand elle dit je ne me rappelle plus, mais moi je comprends que, parce que moi j'étais pas à 2,7 g, hein, j'avais dû boire 3 coupes de champomy et j'étais déjà pétée. Non mais et malgré tout, j'avais quand même des blackouts. Alors, je précise que Emily Spanton, pour ceux et celles qui n'ont pas vu encore ton documentaire, à mon avis, qui vont se précipiter, voilà, il est en accès libre sur le site de France 2. Elle est dans le film, elle témoigne. Est-ce que tu sais dans quel état elle est aujourd'hui? Après, c'est la décision, parce que la décision dont on parle, la dernière, celle en appel, c'est il y a quelques jours en réalité. Hein, c'est ça. Oui. C'est fin avril. Hein. Elle va bien mieux qu'il y a 2 ans. Quand je vais au Canada il y a 2 ans, elle est encore, c'est ce que raconte sa mère, hein, elle a encore des terreurs nocturnes, elle souffre encore de stress post-traumatique et elle ne peut toujours pas travailler. Et là, en revanche, là maintenant, tout de suite, déjà elle retravaille dans le social et elle a repris ses études. Donc elle est dans une optique d'aller de l'avant, quoi. Voilà, ça a beaucoup bougé en 2 ans. Je pense qu'elle avait besoin déjà que ce procès s'achève, peu importe le verdict en fait. Je crois qu'elle avait surtout besoin parce que ça fait 8 ans quand même, 2014-2022, c'est 8 ans. Bon, au bout d'un moment, je pense qu'il faut réussir à tourner la page. Elle n'a pas pris part, par exemple, il y a eu diverses pétitions, prises de parole publiques pour demander un pourvoi en cassation. Elle n'a rien dit, elle a été silencieuse là-dessus, elle n'a pas communiqué ni sur les réseaux sociaux, ni quoi que ce soit. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, alors donc c'est des questions dans tous les sens, sur ton travail, sur ton film, sur l'affaire. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, sur la notion de consentement, est-ce que ça implique le fait que les femmes ne peuvent plus boire pour rester conscientes en soirée? Ah! Mais c'est une question super intéressante et super emmerdante. Et là, je le dis, mais encore une fois, bon, en tant que militante, ça c'est une chose, mais aussi en tant que nana qui a été dans cette situation, d'avoir Bien sûr. été violée en étant saoule. Donc je m'exprime, et même pour moi, c'est un truc compliqué. Parce que on fait comment? Est-ce que ça veut dire qu'on interdit tout rapport sexuel alcoolisé? Ça pose des questions qui sont hyper emmerdantes, en fait. Question de sentier battant. Comment ton documentaire a-t-il été accueilli par la police, ses syndicats, ses hauts fonctionnaires? Même question pour l'institution judiciaire. Ben, déjà d'un point de vue, bon, ils se sont un peu, manifestés, je dirais, avant la diffusion. Parce qu'ils craignaient que le documentaire ne puisse remettre en question l'acquittement qui venait d'être prononcé. Donc ils se sont manifestés là. Je ne rentrerai pas dans les détails, on va dire se sont manifestés. Et in fine, vu que le film, d'un point de vue juridique, n'est pas vraiment attaquable, voilà, parce qu'il est très froid, très clinique et très factuel. Voilà, il est très factuel. La PJ m'a demandé des petites modifs, une histoire de floutage, des broutilles, en fait. J'imagine que ça n'a pas dû enchanter de voir qu'on avait cette vision-là de leur profession. Enfin, je pense que ça les a pas éclatés. Voilà, il y en a qui ont dû se dire que vraiment leurs collègues avaient merdé de bout en bout et que cette histoire-là, c'était un caillou dans la chaussure. Donc Morgane, quel conseil aurais-tu pour des hommes qui souhaitent se déconstruire de la culture patriarcale dans laquelle ils vivent? Groupe de parole anonyme, point d'interrogation, quelle lecture, point d'interrogation, quelle écoute? Tu vois, là on passe à tout à fait autre chose. Ah, mais il n'y a jamais eu autant de livres qu'en ce moment, ou de podcasts qu'en ce moment. Quelqu'un comme Victor Tuaillon a fait le job, par exemple, avec un podcast comme Les couilles sur la table, sur la masculinité. Enfin, moi, je serais un mec, je jetterais une oreille quand même, de temps en temps. Même si on n'a pas forcément envie de se coltiner de la littérature militante, parce que ça nous gonfle. Ben, ne serait-ce que dans sa voiture ou dans le métro,
écoutez la dialectique du 4 buts sale, je fais ma promo. Écoutez, c'est gratuit, c'est en ligne. Plus sérieusement, il y a énormément il y a des romans graphiques, il y a des BD, et surtout, il y a plein de choses, même pour les jeunes, maintenant, en fait, pour communiquer, parce que, voilà, on est quand même un certain nombre à avoir des gamins, et il y a de plus en plus de petits guides qui peuvent servir de support à discussion, parce que la question, c'est pas juste déjà de se déconstruire soi, parce que je pense que c'est compliqué, en plus, passer un certain âge, de réussir à se déconstruire, quoi. Mais c'est maintenant, il faut voir au-delà, c'est la génération suivante. C'est comment est-ce qu'on communique avec eux, comment est-ce qu'on communique avec les gamins, les collégiens, les lycéens, qui sont chouettes par ailleurs, qui sont hyper avancés sur plein de points, qui sont hyper conscientisés. Pour eux, par exemple, la notion de consentement, c'est plus clair que pour nous. Hein. Dernière question de Jamé, Macron. Que penses-tu de la politique de Macron? Excellente réponse, merci beaucoup. C'était super. Concernant les violences faites aux femmes. Voilà. Concernant le fameux plan quinquennal contre les violences. Je sais pas, il y a encore un numéro vert en création, là, en cours. Ton éclat de rire magnifique. Est-ce qu'il montre pas ce qui s'est peut-être passé là à Créteil en appel, pour revenir sur l'affaire de secondes, c'est-à-dire que, au fond, l'ère post-MeToo, c'est on a ingurgité cette histoire-là et puis on essaie de revenir au temps d'avant. Il y a ce risque-là. En fait, il y a deux trucs en parallèle, c'est-à-dire d'un côté, il y a effectivement les jeunes, mais on le voit aussi sur la question de l'écologie. Hein. C'est la même chose, on a toute cette génération-là qui est hyper conscientisée sur les questions d'écologie, etc. Et puis il y a les yeuves à côté qui refusent d'avancer, et les pouvoirs en place qui refusent de faire ce qu'il faut. Mais il y a le même truc par rapport à ces questions de féminisme. C'est-à-dire, d'un côté, on a cette jeune génération-là qui est, on va dire, très progressiste, pour prendre un terme très large, et notre génération à nous qui, elle, et qui de fait est au pouvoir ou à des postes clés dans la société, et qui, maintenant que MeToo est passé, aimerait bien revenir à l'avant MeToo, parce que personne n'avait envie de céder, ces prérogatives. Mais je parle aussi même de certaines femmes. On se souvient de la fameuse tribune sur la liberté d'importuner. On a dit que c'est une histoire de génération. Là, pour le coup, c'était pas une histoire de génération, c'était plus une question de place dans la société, puisque c'était des femmes qui étaient plutôt éditrices, intellectuelles, et en fait qui s'étaient construites comme ça, et on n'a pas forcément envie de tout casser, puisque le fait de se construire comme ça nous a permis aussi d'en tirer certains bénéfices. Donc on n'a pas forcément envie de céder là-dessus, même en tant que femme. Donc il y a toute une génération là qui effectivement freine des cas de fer et n'a pas vraiment tant envie que ça que la société évolue, parce que c'est compliqué. Tout à l'heure on parlait de baiser comme un mec de droite et tout ça, mais plus sérieusement, après MeToo, il y a eu une sorte de champ de ruines à partir duquel on est censé tout reconstruire. Mais moi, j'ai quand même l'impression que pour le moment, on est sur un champ de ruines. Il y a beaucoup de choses qui ont été brisées aussi dans le désir, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à désirer dans ce contexte-là, quand on s'est pris des millions, c'est quand même des millions, de témoignages dans le monde entier de femmes qui ont subi des violences, qui ont été agressées, qui ont été violées, etc. Comment, après tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on entend encore, comment est-ce qu'on fait pour juste avoir envie de désirer? Et ça, c'est une question qui est plus large. C'est sur ce champ de ruines, qu'est-ce qu'on reconstruit? Qu'est-ce qu'on reconstruit? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu indirectement. Mais...